une unité commune. Vous avez dit que les guerres séparaient, mais qu'il fallait qu'elles finissent par rapprocher. C'est exactement notre objectif aujourd'hui, surmonter ces événements pour rapprocher nos deux peuples. Merci, Madame la Ministre. Merci à vous. Alors, vous pouvez rester, mais nous allons demander au général Klein de venir faire... Alors, mon général, je vais aller très vite sur votre biographie, puisque nous avons peu de temps. Je rappellerai simplement que vous êtes Saint-Cyrien de la promotion 70-72, que vous avez commandé le 159e régiment d'infanterie alpine à Briançon, beau régiment s'il en est, le régiment de la neige, et que vous avez commandé la 27e brigade d'infanterie de montagne à Grenoble, et vous avez ensuite été général inspecteur de l'infanterie, donc les plus hautes responsabilités dans l'armée de terre. Donc mon général, vous allez parler d'un sujet qui nous est cher, c'est la 27e division d'infanterie alpine, nos chasseurs alpins en Algérie. Si on y arrive. Comme c'est moi qui m'en occupe, on risque pas. Voilà. J'ai ma commande. Mon général, je vous rappelle que vous avez 20 minutes montre en main. Ouais. Je suis sûr que je vais dépasser. Mais vous ne me couperez pas. Donc, Madame le Ministre, Monsieur Destroyal, adjoint au maire de Grenoble, Messieurs les professeurs, Messieurs les officiers généraux, chers amis, une partie de ma famille est là, du général Faure du moins. Mesdames et Messieurs, donc je suis vraiment très heureux d'être présent ici, avec une certaine appréhension malgré tout, de m'exprimer, car je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un expert de la guerre d'Algérie. Et oui, je suis trop jeune pour avoir été un acteur. Ça ne se voit plus, mais quand même. Et donc, vous me direz, à quel titre parle-t-il? Ben voilà, je suis gardien d'archives familiales qu'il faut que mes cousines m'ont donné un mètre cube, un gros mètre cube d'archives de mon oncle, le général Faure, qui a commandé donc de 58 à 1960, 1958 à 1960, qui a commandé donc la 27 et la zone Est-Algéro. Donc je me suis plongé dedans depuis très longtemps, et puis personne n'évoquait cette figure, donc il m'a semblé important de parler du général Faure, même si on l'a un peu oublié parce que il a pris des positions particulières, donc en 1961. Donc je respecterai ce plan-là. Je vous ai mis très brièvement sa carrière autour de ce petit plan. C'est un chasseur alpin, c'est un sportif de très haut niveau, de tellement haut niveau qu'il a été porte-drapeau à la délégation française des Jeux Olympiques d'hiver en 1936 devant Hitler. Après il a fait Narvik, créé Jeunesse et Montagne en 1940, puis après il va au Maroc, et là il refait la guerre après 1943 avec le premier régiment de chasseurs parachutistes, et il fait la bataille des Vosges avec le premier RCP. Pourquoi j'évoque ça? Parce qu'il y aura après des relations très cordiales et performantes entre les parachutistes qui venaient agir avec la 27, au sein de la 27, dans le cadre du plan Châle en 1958. Donc j'évoquerai très rapidement le contexte géopolitique, militaire, humain de la Grande Kabylie. J'évoquerai ces 19 mois au service de la population, parce que c'était vraiment son objectif. Et puis, j'ai repris dans le titre en rouge de l'engagement au dégagement, qui est un titre donné, un chapitre d'un livre que j'aime beaucoup, de Bouchaga Boualem, qui a beaucoup écrit sur son passé. Donc des difficultés quand même en fin de parcours. Alors, le contexte est quand même intéressant, parce que quand le général Faure prend son commandement, il y a une réorganisation territoriale importante, c'était évoqué tout à l'heure avec le général Kervizik,
Donc, une régulation territoriale qui fait que Alger, qui est un département, et Tizi Ouzou, la Grande Kabylie, n'était qu'une sous-préfecture, devient donc une préfecture à part entière. Donc la Grande Kabylie, c'est quand même 5800 km², et puis ça représente 800 000 habitants. Donc on comprend pourquoi on peut en faire une préfecture. J'habite dans les Hautes-Alpes actuellement, département s'il en est, sympathique et magnifique, il n'y a que 130 000 habitants. Le décret d'application de cette réorganisation n'a lieu que le 20 mai 1957, donc on voit encore bien souvent la lenteur un peu administrative française pour se mettre en place. Alors, autre fait important dans le contexte opérationnel du nouveau commandant, c'est que le 20 juin 1958, un décret confie à l'autorité militaire les pouvoirs civils. C'est-à-dire que le général Faure, le commandant de la zone Est algérois, c'est comme ça qu'on disait, et non pas algéroise, et a un rôle de sous-préfet tout en étant commandant militaire. C'est quand même génial. Alors bon, nous avons ici des officiers encore en activité qui ont mené des opérations, et on voit tout l'intérêt d'avoir en sa main toutes les capacités à la fois politiques, militaires, économiques, pour pouvoir agir dans le bon sens. Et mon oncle en a bénéficié, son prédécesseur en a bénéficié quelques mois, et son successeur quelques mois aussi. Donc c'est vraiment lui qui a été en Grande Kabylie, qui a bénéficié de toute cette de ce nouveau dispositif, qu'on pourrait dire. Donc 7 arrondissements, vous voyez, je suis déjà dans une ambiance militaire, qui ont été aussi après découpés en 7 secteurs opérationnels. Alors au départ, en 58, il y en a que 6 arrondissements, et au bout de quelques mois, le général Faure s'aperçoit que Drâle-el-Mizan est une zone clé, et le transforme, donc demande l'autorisation de créer un nouvel arrondissement et un nouveau secteur aussi opérationnel. C'est un peu compliqué, simplement pour les jeunes, l'impératif, l'objectif de toutes ces implantations opérationnelles était d'être au plus près de la population et d'avoir un quadrillage, de couvrir le maximum de dispositifs. Mais vous avez vu que 5800 km², c'est énorme, avec 25 000 hommes, vous ne pouvez pas tout couvrir. Néanmoins, on voit nos camarades qui ont été en Afghanistan, qui se sont retrouvés avec des zones beaucoup plus larges à couvrir et ont eu nettement moins de personnel à leur disposition. D'ailleurs, on peut se dire, si on avait d'emblée en Algérie mis 380 000 hommes, d'emblée en Afghanistan, on a mis les effectifs qu'on a eus au maximum, on n'en serait pas là. Les grandes insurrections doivent être contrées tout de suite par des effectifs et par un quadrillage important. Alors la population en Grande Kabylie est particulière, c'est une population berbère, elle est pratiquement entièrement berbère, et la population sur les 800 000 habitants, il y a 9 500 Européens, ce qui fait une proportion vraiment très très faible d'Européens, ce qui est contraire en Algérie, où vous avez en gros un Européen pour 9 musulmans. Donc on n'est pas du tout dans le même rapport de force en Grande Kabylie que par rapport au restant de l'Algérie. Et 2 tiers de cette population est tournée vers le monde rural, avec une forte densité de la population. Dans le secteur Front National, par exemple, il y a 300 habitants au kilomètre². Quand on connaît la zone montagneuse, on voit quand même qu'il y a plein de petits villages vraiment répartis un peu partout. Et ce qu'évoquait tout à l'heure Madame la Ministre, on voit que les Kabyles sont, depuis très longtemps, sont allés chercher du travail en métropole, je dirais pas en France, mais en métropole. Et en gros, il y a 200 000 Kabyles qui y travaillent, qui fait un flux de retour important sur la population locale d'Algérie et qui permet aussi à ces gens-là de vivre.
Alors 19 mois au service de la population, ça sera mon titre et mon idée maîtresse, parce que s'il y a eu des combats, l'objectif du général Faure a été essentiellement sur un domaine de pacification. Alors là, je vous ai mis une partie de son ordre du jour. Ce qui est intéressant, c'est ce paragraphe-là. Ramener la paix dans ce coin de France, cette Kabylie, en agissant sur la population, en étant plus près de la population. C'est le concept de toute contre-insurrection, surtout le concept de pacification, c'est agir sur la population, pour la population. Et puis, en 1958, Gérald Faure écrivait déjà ça, ce qui montre quand même qu'il avait déjà pressenti qu'il pouvait être lâché par le monde politique et qu'il peut y avoir un changement de position plus tard. Et enfin, il s'inclinait déjà devant les morts de la 27, et en particulier, il avait une pensée émue pour son fils qui était décédé une année avant en tant que lieutenant au 27e BCA. Alors ici, je vous ai mis en place un peu sa directive générale qui apparaît dans un petit fascicule remarquable qui était distribué dès qu'une autorité venait sur site. Et quand on voit tous les efforts que l'on fait pour communiquer, on voit que déjà il y a 50 ans, il y avait un petit instrument diffusé astucieusement avec à la fois la description très astucieuse de la vie locale et en même temps des objectifs qui étaient sous-jacents de ces directives. Donc ce document, je l'avais jamais vu et en fouillant les archives, j'ai trouvé ça vraiment très astucieux. Si j'avais su, j'aurais récupéré la même démarche en étant au Kosovo. Alors, en 58, quand il prend le commandement, la Wilaya 3 avec Amirouche était vraiment le point focal, la grande difficulté de l'Algérie au niveau du maintien de l'ordre dans le dispositif. Et ce département, comme nos Alpes, est un département montagneux magnifique, et je pense que les gens qui sont présents dans la salle, qui ont vécu, ont retrouvé, je pense, les mêmes qualités de vie montagnarde et le même contact avec la population en étant là-bas qu'en étant dans nos Alpes. Mais la difficulté, c'est que la montagne favorise la subversion, est un repère astucieux pour les rebelles, et on a encore pu le voir à la fois en Afghanistan et au Kosovo. À chaque fois, il y a eu des rébellions qui s'appuyaient sur les montagnes, et c'est des zones pratiquement propices. Alors la solution, c'est comme en toute guerre subversive, il faut donc, je l'ai déjà dit, travailler sur la population, pour la population, et faire participer à la population, à l'action aussi. Et ce qu'a instauré le général Faure, c'est qu'il a dit que toute activité, toute opération doit avoir un caractère social. Il ne pouvait le faire que parce qu'il avait les pleins pouvoirs. Il avait les pouvoirs civils et militaires. Donc à chaque fois qu'il menait une opération opérationnelle, il a essayé après de mener, ou avant, une opération d'activité sociale et de pacification. Et ce qui est le maître mot pour lui, tout ça, ça peut marcher que si on arrive à faire changer et à obtenir la confiance de la population et faire un travail dans la durée. Le travail éphémère n'a pas d'intérêt dans une démarche de pacification. Alors, pour être présent dans le dispositif, efficace, il a identifié 3 types d'actions. Des actions de renseignement. Alors, pour nous, aujourd'hui, ça me semble être très, très normal, etc. Mais à l'époque, tout n'était pas aussi clair et aussi efficace que maintenant. Des actions de sécurisation
à la fois contre les bandes rebelles, pour éloigner vraiment le Félaga des villages, pour trouver que les villages aient une vie normale, faire une montée en puissance des forces supplétives locales, ça a été évoqué par le général Kervésic tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques résultats et quelques chiffres. Ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et on voit, cette chose-là a été reprise dans toutes nos actions extérieures. Et en Afghanistan, actuellement d'ailleurs, vu qu'on se désengage, l'armée française n'est présente que auprès des forces afghanes en tant que conseiller et formateur. Et en Paris, mise en place de locaux en autodéfense dans les différents villages. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis les actions de pacification, c'est à la fois le développement économique, des contacts humains. Alors là, tout à l'heure, je vous montrais quelques photos, et ça, le général Faure était quand même là-dessus vraiment très fort. La montée en puissance des SAS, concept qui existait déjà depuis longtemps, depuis déjà 2 ans, mais la mise en œuvre et la mise en application, la montée en puissance n'était pas tout à fait réalisée. Et puis agir sur les enfants en scolarisant. L'accès à la culture dans les fonds des villages était quand même quelque chose d'essentiel. L'assistance médicale gratuite que nous perdurons dans nos opérations, et ça serait amusant de voir que le même acronyme est conservé aujourd'hui dans les opérations françaises, on parle d'AMG, donc était quand même un concept aussi tout à fait génial, mais qui n'est pas de lui. Alors je vais vous présenter quelques résultats. Je ne suis pas sûr que je vais être très objectif, parce que je les trouve très performants, mais il faudrait regarder si les autres départements ont eu des résultats aussi performants, pour voir si tout concourait à faire en sorte que l'Algérie se pacifie. En tout cas, pour la Grande Kabylie, je peux vous dire que des résultats de ce niveau-là amenaient forcément une pacification. Est-ce qu'elles ont rétabli la confiance vis-à-vis de la population? Je pense que oui. Je serai plus réservé dans ma deuxième partie. Et puis, d'ailleurs, c'est là-dessus où on aura quand même quelques soucis avec la pérennité de la volonté politique, qui a fait que toutes les actions pouvaient après conduire à des grandes difficultés. Le renseignement, ce schéma est un schéma plus que classique chez les opérationnels d'aujourd'hui. Toutes les sources sont récupérées, exploitées, vérifiées, corrélées pour arriver après des actions performantes. Mais à l'époque, il y avait des informations qui venaient du monde civil, des informations qui venaient des opérations militaires, très loin, etc. Et tout n'était pas regroupé pour donner une efficacité. Donc aujourd'hui, cette chose-là est réalisée. Déjà? Non. Donc cette centralisation fait que toute la mise en œuvre qu'a mis le général Faure pour concentrer donc ces informations a été assez efficace et ont permis des opérations d'arrestation de tueurs, de donneurs de fonds et de collecteurs aussi. Donc c'est quelque chose qui a certainement été très performant. Les actions de sécurisation, d'ailleurs, en lisant les coupures de journaux, mes cousines m'ont prêté du moins 2 gros registres, il y a toutes les coupures de journaux de 19 mois, et je me suis demandé comment il arrivait à tout faire, parce que on le voit à la fois dans une action opérationnelle, comme ici avec le général Massu, et puis dans la même journée, on le voit en grand blanc, en train d'aller inaugurer telle ou telle activité. Donc l'hélicoptère était un moyen très performant, mais je pense qu'il n'a pas dû dormir beaucoup. Donc les actions de sécurisation, ça n'a pas arrêté. Elles étaient de tout niveau, ça partait du chef de poste, localement, du capitaine commandant plusieurs postes, un petit secteur, des chefs de bataillon, des commandants de régiment,
Et puis des grands plans, on a à peine évoqué tout à l'heure le plan Chal. Le plan Chal qui a pratiquement d'ouest en est balayé toute l'Algérie pour contrer vraiment les opérationnels. Félaga. Donc la 27 c'est participer à toutes ces opérations en bouclage ou en action et était aidé donc des forces de réserve générale composées bien souvent de parachutistes. Donc il y a eu plus de 5000 rebelles mis hors de combat, plus de 3000 armes saisies. C'est quand même un beau bilan. Les actions de sécurisation, c'est la montée en puissance des forces supplétives, des harkas, des systèmes d'autodéfense. Et là, il est quand même intéressant de voir ces schémas. Donc là, c'est à partir de sources officielles diffusées dans les documents que j'ai pu exploiter. Donc vous voyez le niveau qu'il y a le 1er janvier 58. Donc c'est encore le général Guérin qui commande. Donc ici, il a pris le commandement déjà depuis un mois. Et on arrive à des forces vraiment importantes, montée en puissance de harkas et de forces supplétives. Et plein de villages se proposent d'assurer leur autodéfense, ce qui permet d'alléger le dispositif des forces métropolitaines et d'avoir à ce moment-là des capacités de réaction aussi dans les zones sensibles. Les actions de pacification, elles sont de deux sortes. Les actions de pacification dans le développement économique sur le monde local, quelque chose de très ciblé localement sur le village, la construction, on pourrait presque dire d'une irrigation, une capacité d'assainissement d'eau, etc. Chose très locale. Et dans un développement économique plus important, donc le plan dit Constantine du 3 octobre 1958 du général de Gaulle, c'est le général de Gaulle lui-même qui va l'exposer à Constantine et qui est un plan sur 5 ans, donc de 58 à 1963, donc il ne sera jamais mené à son terme. Mais est-ce que les plans sont faits pour être menés à leur terme? On peut se poser la question dans notre beau pays. Je crois que même dans tous les États. En général, il vous reste peu de temps pour conclure. Non. Je vais aller beaucoup plus vite alors. Donc voilà, ici vous avez la description de tout ce plan économique. Comme tout chef sur le terrain, le général Faure a un contact humain très important. Il y va en permanence au contact à la fois des anciens, des harkis, des anciens tirailleurs, des anciens qu'il a pu connaître d'ailleurs quand il était donc avec la première armée française. Au bout d'un an, il était surnommé le général Kabyle. Donc on voit quand même l'impact qu'il a pu avoir par sa personnalité au contact de la population. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les coupures de journaux. Alors bien sûr, il peut y avoir de l'information particulière qui peut être traitée par les chefs. Et nous, on le sait bien, les militaires. La conquête des cœurs et des esprits, c'est les SAS qui le font. Et là, je vous donne le nombre de chantiers entrepris en une année. C'est quand même pas anodin. Donc, et ça avec un contact, avec un effet immédiat sur la population. Des ralliements de plusieurs dizaines de villages. Donc, au niveau qui s'occupent à ce moment-là, c'est eux qui prennent l'autodéfense. L'augmentation de la scolarisation, je vais tout de suite... le nombre d'écoles créées. Donc, en bleu, ce sont les écoles civiles. Elles n'ont pas beaucoup bougé. Mais tout l'intérêt de cette vision de pacification, c'est ce qui est en rouge, c'est-à-dire d'aller porter l'école dans les petits villages lointains, au fond du Jura, d'aller vraiment toucher la population au plus loin. Et les instituteurs étaient des militaires. Et là, vous voyez le nombre d'enfants scolarisés est vraiment surprenant et important. Même au niveau des filles, même si elles sont encore en retrait.
l'assistance médicale gratuite, c'est un effort permanent conduit par les deux capacités, capacité militaire, capacité civile. Mais là, on voit quand même que c'est à peu près équilibré. Voilà. Au 1er janvier, mais c'est pas ma conclusion, au 1er janvier 1960, donc c'est le bilan qu'il se fait, lui. Il a écrit dans un petit livre, un petit cahier, son bilan, et il trouve quand même que ses subordonnés ont bien agi. Quelque chose d'intéressant, il trouve que la population est lasse, interrogative, inquiète sur son avenir, bien que la rébellion est quand même bien réduite à néant. Alors des difficultés pour poursuivre sa mission au 1er janvier, voire la mission de son successeur. Alors j'ai mis là quelques phrases clés, donc tout à l'heure le Gérald Kervisic en avait déjà évoqué d'autres autorités. Il faut bien dire que quand on est chef militaire, pour l'avoir été, le politique nous donne des ordres, le politique nous envoie, le politique nous donne des directives, même si on ne le reçoit pas d'une lettre de mission. Donc il est quand même important de savoir quand même que c'est le politique qui est dans le débat. Et si lui change de posture, il faut bien imaginer les difficultés qu'ont les acteurs derrière pour agir différemment. Et c'est la difficulté qu'a eu, je pense, le général Faure. Quand je dis le général Faure, il y a plein d'autres. Mais lui, je ne traite que de lui. Mais on verra que sur un certain moment, les deux généraux en chef sur place sont partis comme lui. On connaît bien le « je vous ai compris ». Mais est-ce que vraiment il nous a compris? Quoi, le « nous », je me mets à la place de Gérald Faure. En général, je me fais un peu insistant, mais oui, votre temps est révolu. 2 temps par an, de transparent. 3. Georges Bidault, Michel Debré, le 8-59. L'armée vous donne la garantie que la France ne partira pas d'Algérie. Quand vous sortez ça devant un aéropage d'officiers généraux et colonels, les gens continuent leur mission comme si rien n'était. Le 31-08-1959, le général de Gaulle vient voir les forces, vient à Tizi Ouzou encore une fois. Il faut vous implanter dans le Djebel et y rester. L'objectif premier, c'est pacifier. Le reste viendra tout seul. Et pourquoi il venait à Tizi Ouzou? Parce que c'était pile même dans ce dispositif. Mais dans cette fameuse rencontre du 31 août, le général Faure se fait rabrouer par le général de Gaulle lorsqu'il lui parle d'une Algérie française qui peut être constituée de manière particulière parce que la pacification est là, elle a réussi. Il suffit maintenant de mettre les ingrédients à pouvoir en place. Et le général de Gaulle le rabroue devant tous ses subordonnés. J'ai trouvé dans 5 textes de documents de subordonnés parlant de ça. Vous pouvez imaginer la difficulté que peut avoir un chef quand vous avez le président de la République qui vous dit ça. Et le 31 août soir, il se fait interviewer par la Dépêche d'Alger. Et là, il contre carrément, finalement, le général de Gaulle, en disant il y a incompatibilité entre pacification et autodétermination. Donc il voit avec 1 an et demi d'avance tout le drame des harkis. Parce que pourquoi? Parce qu'il était avec eux. L'incertitude qui pèse sur la navire compromet l'action et le sacerdoce de nos soldats. On va bien voir après la difficulté qu'auront les jeunes officiers à mener leurs opérations dans le Djebel. Voilà, donc De Gaulle, 15 jours après, sort l'autodétermination comme étant la clé du succès, même si son texte est plus mesuré, mais c'est ça qui ressort.
parce que dans son texte du 16 septembre, quand on l'analyse vraiment en profondeur, il y a encore 3 solutions. Mais tout le monde ne retient qu'une seule, l'autodétermination. Alors voilà, ça c'est la réaction qu'on a dans tous les écrits que j'ai pu récupérer, du moins que j'ai exploités. Il y a plein de maires qui se plaignent à la fois du dispositif. Voilà. C'est bientôt fini. Le 18 février, le général Faure quitte la Grande Kabylie. Il est muté en France. On ne parlera pas de sa mutation et ce qu'il aura eu comme poste intéressant. C'est vraiment sous forme d'une sanction pour avoir dit ce qu'il pensait, pour avoir écrit aux autorités militaires, politiques. Donc, très astucieusement, il faisait un brouillon de sa lettre. Donc, on a les brouillons. C'est quand même intéressant de voir ce qu'on peut recevoir le monde politique à Paris. Et on lui demande qu'il parte discrètement. Il sera obéissant, mais la foule ne le saura pas. Il est fait citoyen d'honneur de la ville de Tizi Ouzou pour le principe, je ne sais pas si M. Destroyers le sait, la ville de Grenoble et la ville de Tizi Ouzou ont eu un jumelage. Ça serait peut-être intéressant de regarder ça de près, où on en est aujourd'hui. Et de voir d'ailleurs... Comment ? C'est Constantine. Bah, donc, tout était monté en 1960, que ça soit à Tizi Ouzou. Oui, donc, et avec reconnaissance du député maire, etc. Donc, voilà. Voilà la coupure des journaux censurés, donc de tout contenu. Et j'ai quelques petits articles qui sont amusants, qui sont conservés. Le compte rendu, le général de Camargue, qui était son adjoint opérationnel et sera son successeur quelques mois, donc fait un compte rendu à Alger. Et là, on voit que les troupes ont été rassemblées, se sont rassemblées spontanément sur l'axe de départ, en présentant les armes, et même la population est descendue. Ça s'est étalé sur plus de 3 kilomètres. Donc finalement, les hommes politiques parisiens qui voulaient que ce soit discret en sont un peu nous ont fait un peu avoir. Alors, en guise de conclusion, pour lui, ça a été un véritable drame. Drame parce qu'il pressentait ce qui allait arriver, d'abandonner cette contrée si aimée, où il avait perdu un fils, d'abandonner des harkis, des supplétifs à leur sort, parce qu'il pressentait ce qui allait arriver, de voir le sacrifice de nombreux Français et musulmans. Donc, ce sacrifice est devenu inutile. Je crois que ce qui a été aussi très pesant pour lui, c'est c'est tellement investi d'avoir finalement parjuré et perdu son honneur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était un départ, mais son cœur est toujours resté en Grande Kabylie. Voilà.